Allô? Allô? Vous Oui, m'entendez? Frédéric. Oui, bonjour Méga et puis bonjour Aimé. Ah, mon frère Messan, comment tu Comment vas? vous allez? Ah, ça va, ça va. Le mois dernier, je n'ai pas suivi parce que j'étais en train d'organiser un forum national sur le foncier au niveau de la société civile togolaise. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, parce que j'ai... Oh, Et c'est bon que vous êtes... ils ont coupé le courant entre-temps et puis mon Wi-Fi a lâché. Donc actuellement, je suis sur mes données mobiles seulement à partir de mon téléphone portable. J'espère que ça va m'amener loin. Allô? Nous vous attendons. Alors, si vous avez... Bon, comme vous n'avez pas suivi les dernières, je ne sais pas si vous avez vu peut-être le résumé qui Aimé a partagé, ou bien si vous avez Oui. d'autres commentaires sur les dernières séances, ou bien des propositions sur les sujets qui vous pensez seraient utiles pour nous. Bon, j'ai trouvé la dernière discussion très, très, très intéressante. Et moi, franchement, j'ai regretté de n'avoir pas participé. Vu le compte rendu, je crois que Aimé, félicitations pour ça. Elle se débrouille pas mal pour nous donner un résumé vraiment qu'on peut utiliser pour la suite de notre travail. Et c'est pour ça que je tiens à féliciter Aimé pour cette précision dans les rapports. Et s'il faut dire quelque chose sur tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, je dirais que j'ai trouvé cette discussion très, 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 très utile. Ensuite, j'ai vu que, bon, pour moi, à mon niveau, j'ai tiré beaucoup de leçons devant me permettre d'améliorer la manière de travailler avec les parajuristes dans les communautés. Et peut-être que je vais revenir en off avec mes sangs pour voir si au niveau du Bénin, ils sont capables de nous proposer les modules qu'ils utilisent pour former leurs parajuristes. Parce que dans les discussions, il a dit que eux, ils forment leurs parajuristes pendant 6 mois. Et alors, je me dis que ça doit être un programme vraiment très, 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 très consistant. Alors que nous, on le fait maximum en 10 jours. Et puis après, en cours de route, comme nous, on les relie avec des smartphones. Donc, à partir de l'outil Zoom, nous continuons la formation à distance sur d'autres thèmes. Et franchement, quand il a dit ça, jusqu'à présent, ça me fait réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut développer comme curricula pour des parajuristes pendant 6 mois? Franchement, je crois que ça doit être un programme très consistant et je suis vraiment très, 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 très curieux de voir dedans pour puiser des leçons. Ensuite, je crois que peut-être la discussion d'aujourd'hui, si elle a lieu,
ça va nous permettre d'avoir également des idées sur, disons, l'autonomisation juridique ou bien surtout sur la justice environnementale. Parce que on regarde plus l'accès à la terre, et on néglige un peu tout ce qui est environnement, ainsi de suite. Et là, j'ai beaucoup apprécié le partage au niveau des Sénégalais. Donc, je pense que cette discussion vaut la peine de se poursuivre. Ensuite, peut-être qu'il va falloir trouver un moyen pour formaliser ce cadre. Formaliser ce cadre afin que nous soyons comme une branche très active du legal empowerment mondial. Voilà. Quand je dis une branche active, ça veut dire qu'une branche qui peut être autonome sur le plan technique. Je crois que pour la technique, on en a déjà parce que les ressources, il y en a. Sur le plan mobilisation d'autres ressources, les ressources financières, par exemple, nous permettant, par exemple, de mener des activités au niveau Afrique. Donc, voilà la vision que moi j'attends un peu de ce cadre informel, je vais l'appeler informel, que nous avons débuté. Et peut-être qu'il faut mettre beaucoup plus d'organes en place, de structures, pour que nous passions à l'état formel, afin que nous puissions vraiment impacter les communautés que nous servons. Je vous remercie pour le moment. Merci beaucoup, Frédéric. Ces commentaires sont très utiles. Et je crois que Messan peut réagir à la question, la proposition que vous avez fait aussi. Il peut partager. J'aimerais juste saluer Pascal et Stéphana qui viennent de nous rejoindre. Je crois que dans les prochaines 5 minutes, nous allons commencer la discussion principale d'aujourd'hui sur le sujet de gouvernance des ressources naturelles. Et Pascal et Stéphane vont partager un peu sur l'expérience et le travail de Natural Justice dans les 2 pays où ils travaillent. Mais d'abord, nous sommes en train d'échanger un peu en manière informelle sur nos derniers échanges et où nous voulons aller après de cette discussion, les prochains sujets qui peut-être vont nous intéresser. Alors, Messan, vous avez la parole et après, je vais donner la parole à T4 pour partager et je crois que après ça, nous pouvons commencer la discussion principale d'aujourd'hui. Alors, Messan, vous avez la parole et bienvenue. Alors, je vous remercie beaucoup et je remercie Aimée pour ses efforts qu'elle fait pour nous garder toujours unis. Je remercie également Megan et tous ceux qui s'activent dans l'ombre pour que ce travail puisse continuer. Je n'ai pas grand-chose à dire avant d'intervenir sur les propos du frère Frédéric Delomé. J'aimerais dire, bon, comme aujourd'hui, nous attendons parfois quelques minutes sur les retardataires et autres, je ne sais pas si on peut revoir un peu la formule, si il faut remettre nos réunions, nos rencontres, la table ronde à un week-end où on sait que tout le monde n'a pas des obligations professionnelles et autres pour se libérer et être à l'heure. Ce n'est pas que j'accuse le retard, mais j'ai l'impression que parfois certains oublient, soit ils sont trop occupés pour des occupations professionnelles ou d'autres engagements pris. Je ne sais pas si on peut revoir la formule. Alors, pour revenir rapidement au propos du frère Hervé et frère Frédéric de Lomé, le Bénin, Cotonou et Lomé ne sont pas loin. Je vais voir avec Megan comment on peut organiser cet échange pour que nous
partageons nos expériences. Je ne vais pas dire que le GIE ou bien le Bénin va apporter au Togo, mais nous partageons nos expériences parce que c'est sûr que vous avez des choses dont nous aussi nous allons en profiter. Donc, je vais voir avec Megan comment nous allons organiser pour que nous puissions discuter un peu de ça et que vous ayez un peu notre expérience sur la formation de parajuristes. Je vais m'arrêter là puisque nous avons un bref temps pour le commencement de notre réunion d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Messan, pour cette réaction et ces commentaires aussi. Je crois qu'il faut comprendre pour nous tous que tout le monde est bien chargé, mais de toute façon, je crois que notre espérance, c'est que ces échanges sont utiles. Comme ça, tout le monde va trouver 1h30 de partager avec nous chaque mois pour continuer les discussions et les échanges parce que nous avons, je crois, l'idée de beaucoup développer notre plan d'action ensemble et à profiter de ces échanges pour faire quelque chose ensemble dans l'avenir. Alors, c'est ça, juste un petit commentaire réaction. J'aimerais vite donner la parole à Descartes pour avoir vos échanges, vos commentaires, réactions, les échanges que vous avez suivis avec nous. Et après, on va commencer la discussion principale d'aujourd'hui. Alors, Descartes, vous avez la parole. Merci beaucoup, Megan. Effectivement, c'est une bonne dynamique. Moi, j'avais déjà regretté depuis notre dernière session à Kampala, je pense, et on a fait même une déclaration de Kampala sur les parajuristes à l'époque, il y a même 5 ans ou 10 ans, je ne sais pas. Et revenir sur ces bonnes habitudes en termes d'échange, c'est une bonne chose parce que il y a toujours des expériences d'autres pays qu'on partage et on arrive toujours à recevoir quelque chose de ce qui est fait ailleurs. Mais aussi aujourd'hui, avec beaucoup de dynamiques au niveau des organisations régionales, la CIRGL, par exemple, au niveau de l'Union africaine, au niveau des institutions régionales, je pense qu'il est important que notre plaidoyer commence aussi à viser ces institutions-là où les États se réunissent et ils ont la possibilité de discuter sur ces questions qui sont communes dans tous ces pays. Donc, pour moi, c'est une bonne expérience et nous sommes là, on va continuer à suivre et à participer aux réunions. Merci. Merci beaucoup, Descartes. Oui, vous avez raison que nous étions ensemble. Je crois que c'était en 2012 à Kampala où nous avons rédigé la convention de Kampala sur le travail des parajuristes communautaires en Afrique, où nous avions, je crois, 20 pays en assistance. Alors, c'est un plaisir de reconnecter avec vous. Et aussi, comme le sujet d'aujourd'hui, c'est les ressources naturelles et la gouvernance des ressources naturelles. Et je crois qu'Apodosha s'implique dans ce sujet. J'espère après la présentation de Stéphane et Pascal, nous pouvons vous donner la parole pour partager un peu sur le travail que vous faites au Kivu. Alors, merci beaucoup. Je crois que, merci beaucoup pour tout le monde qui est avec nous aujourd'hui et merci pour les commentaires de Frédéric, Messan et Descartes pour nous commencer. Le sujet d'aujourd'hui, nous avons proposé de parler sur les ressources naturelles, la gouvernance des ressources naturelles, parce que nous avons, pendant le premier échange organisé en mois de mai, je crois que nous avons constaté que plusieurs des organisations qui ont participé dans le premier échange travaillent en certaine manière avec des communautés impactées par peut-être des activités minières ou d'autres choses liées à les ressources naturelles. J'aimerais juste mentionner qu'il y a un lien entre cette conversation et la dernière conversation parce que je crois que la fin de la dernière discussion qui était sur
les questions foncières, la protection des droits fonciers, le déguerpissement ou les expulsions forcées. Je crois que nous avons laissé certaines questions ouvertes parce que nous avons trouvé à la fin des défis auxquels nous faisons face certains thèmes, par exemple défis liés à l'état de droit dans nos pays et aussi certains problèmes dans on peut dire dans les textes législatifs en vigueur qui parfois ne reconnaît pas tous les droits de la population ou parfois la population ne comprend pas bien. Il y a une manière dans laquelle le gouvernement parfois profite de l'ignorance ou la mécompréhension de certains textes législatifs. Alors, je crois que pendant cette discussion, il y a toujours un lien entre déguerpissement et ressources naturelles. Même on peut dire que la terre est aussi une ressource naturelle, mais je crois que dans cette conversation, on va focaliser plus sur, par exemple, les communautés impactées par les activités minières et d'autres choses liées à ça. Alors voilà un peu le sujet d'aujourd'hui. Nous avons une présentation par Natural Justice où nous allons donner la parole à Pascal qui va présenter sur le travail que Natural Justice fait au Guinée. Et aussi, nous allons donner la parole à Stéphana qui peut partager avec nous l'expérience de Natural Justice à Madagascar. Alors, nous allons faire comparaison entre les deux pays et après ça, j'aimerais peut-être proposer que Descartes peut partager un peu sur l'expérience de RDC. Je peux aussi un peu complémenter avec le travail que j'avais fait avec le barreau américain à Bukavu et à Luinja pour partager un peu sur ces expériences. Mais avant de commencer cette présentation, comme d'habitude, j'aimerais donner la parole à Aimé, qui a organisé des questions pour tout le monde à répondre, une petite poll. Alors, Aimé, vous avez la parole pour animer la discussion avant que nous démarrions. Merci beaucoup. Merci Megan. Bonjour à tous. Je m'appelle Aimé et je suis toujours basée à Nairobi. Comme d'habitude, nous allons commencer avec une petite enquête pour guider notre discussion aujourd'hui et parce que c'est l'après-midi, pour s'assurer que nous ne sommes pas endormis, OK? Ce que je fais, je vais partager une question sur l'écran et vous allez répondre par oui, non ou peut-être. Et puis, nous allons discuter vos réponses pour quelques minutes et après ça, nous passerons à la question suivante. Aujourd'hui, il y a juste 4 questions seulement. OK, allons-y. Une seconde, s'il vous plaît. OK, là, vous pouvez regarder la question sur l'écran, non? OK, la question communautaire. Oui, nous voyons. OK, OK. La question, voilà. OK. Je vois que 50% a dit que la question communautaire n'a pas échoué et les autres participants disent que la question communautaire a échoué. Et peut-être vous pouvez partager vos réponses. Et on va commencer avec Descartes. Oui, allô? Vous pouvez partager vos réponses sur le poll? Moi, je dis que c'est oui. OK. Pourquoi?
Non, je dis que c'est oui parce qu'effectivement, la gestion des ressources naturelles au niveau de l'Afrique, c'est vrai, il y a les lois qui sont là au niveau des pays, mais ces lois ne sont pas mises en œuvre. Et la tendance pour les gouvernants, c'est de toujours attirer les ressources, allouer les ressources aux compagnies et qui les exploitent. Et du coup, ça vient avec la violation des droits des communautés locales et peuples autochtones. Donc, c'est un peu ça en résumé. Donc, les gouvernants sont plus du côté de ceux qui exploitent, ceux qui vont ramener les revenus, que du côté. Ok, merci Descartes. Il y a quelqu'un qui a dit non. Peut-être vous pouvez partager votre réponse à la raison pour laquelle vous avez dit non. Mais ça, tu as dit non. Vous avez répondu non. Et sincèrement, contrairement aux autres, je n'ai pas vu, je ne sais pas si j'ai été je n'ai pas vu la question. Seulement si on peut juste me la lire, sinon je n'ai pas répondu au fait. Ok, ça va. Et peut-être il y a quelqu'un qui a dit non. Vous pouvez partager votre réponse et la raison pour laquelle vous avez dit non. Vous avez dit non. Ok, voilà. On va continuer. Ok. Les projets d'extraction ayant des conséquences sociales négatives se poursuivent parce que les personnes les plus touchées n'ont pas été en mesure de s'opposer efficacement au développement ou de participer correctement aux décisions pour atténuer le développement. Oh. Mais on ne voit pas les questions pour Okay. répondre, mais peut-être des personnes Désolée. répondre verbalement. Non, c'est pas grave. Non, ça va, c'est apparu. Ok. Ok, je vois que tout le monde dit oui. Peut-être, c'est justement 2 personnes qui ont voté. Peut-être il y a une personne qui va partager la raison pour laquelle vous avez dit oui. Oui, moi j'ai répondu oui, Frédéric. Moi j'ai répondu oui parce que si je regarde ce qui se passe chez moi au Togo ici, c'est vrai que les populations qui sont dans les zones d'extraction minière sont vraiment très affectées négativement par ces sociétés qui viennent exploiter. Et donc, du fait que les populations locales sont impactées négativement, elles savent que cette extraction, en fait, nuit à leur intérêt. Mais comme ces populations n'ont pas les moyens nécessaires pour se faire entendre, elles sont parfois obligées de se taire malgré elles et de faire avec ça. Voilà pourquoi moi j'ai dit oui. Merci Frédéric. Il y a quelqu'un qui va ajouter? Oui, moi aussi, j'ai dit oui. C'est Stéphana qui parle. Moi, j'ai dit oui dans la mesure où c'est quelque chose qu'on voit sur le terrain, que en fait, malgré les efforts de l'État pour discuter avec les communautés locales,
Il se trouve que dans la mise en œuvre opérationnelle de ces discussions, justement, de ces procédures de participation du public à la prise de décision, il y a toujours des situations qui font que certaines communautés sont impliquées dans la prise de décision et que d'autres non. Et justement, on a remarqué que dans certains cas, il y avait déjà un peu des calculs par moment où c'est décidé que ce serait telle ou telle communauté qui participerait à la discussion et non telle ou telle communauté, justement du fait que la communauté qui est occultée est en fait celle qui arriverait le mieux à défendre sa position et surtout à réclamer des droits et des avantages dans le cadre de l'exploitation de ses ressources naturelles. Merci, Stéphana. OK, la troisième question. La justice sociale est une préoccupation importante, mais secondaire dans la question des ressources naturelles. Megan, je vois que tu as dit un grand nom. Il y a une personne qui a dit... c'est juste pas... Oh. OK. Et il y a une autre personne qui a dit peut-être. Oui, Megan? Allô, bonjour, Megan. Oui, bon, je suis contre la position, mais c'est parce que la question n'est pas visible. Alors, c'est pour ça que j'ai mis les réponses dans la boîte. Mais pour moi, je n'accepte pas cette position parce que c'est comme pour moi, il y a plusieurs représentants du gouvernement et d'autres personnes parfois qui disent que, bon, les droits humains sont importants, mais il faut d'abord penser sur le développement. Et pour moi, c'est quand le développement procède avec le... Allô, Meg? Meg? Non, je pense qu'il y a un problème avec le réseau de Meg. Il y a quelqu'un d'autre qui a une autre réponse? Il y a quelqu'un qui a dit peut-être? Oui, moi j'ai répondu peut-être. Parce que ce qui se passe en fait lorsqu'on parle de gestion de ressources naturelles, il faut toujours se dire qu'il y a plusieurs acteurs et donc une pluralité de points de vue. Et bien que du côté des communautés locales, ce soit plus axé sur une question de justice sociale, il se trouve parfois que de la part de l'État qui vient apporter des projets de développement, ce ne soit pas toujours la justice sociale qui soit visée en premier lieu, mais plutôt d'autres intérêts qu'ils soient soit économiques ou soit privés ou soit encore politiques. Oui, je suis d'accord. Et OK, la dernière question, dernier complètement. Non, en fait, ouais. En fait, c'est ça. Les questions sont finies. Désolée, les questions sont finies. Et maintenant, je donne la parole à Megan pour continuer la discussion. Merci beaucoup, Aimé, et merci pour tous les commentaires et réponses intéressants. Je crois que ça a déjà introduit certains thèmes importants à cette discussion. Je crois que sans beaucoup attendre, j'aimerais commencer avec les présentations. En général, j'aimerais dire que le format de cette discussion, c'est bon, l'animation que Aimé vient de faire. Après, avec les présentations, nous voulons voir des stratégies que certaines organisations ou certaines praticiens d'émarginalisation juridique ou autonomisation juridique mettent en place pour aider les communautés impactées par les activités liées aux ressources naturelles. Voir certaines stratégies et certains exemples spécifiques.
Et après ça, on va arriver, j'imagine, aux certains défis qui restent. Même après ces activités, nous allons voir qu'il y a certains défis sur lesquels nous devons échanger. Alors, j'aimerais donner la parole à l'équipe de Natural Justice. Je crois, si je ne me trompe. Allô, Meg? Allô, Meg? Mes excuses. Oui, mes excuses pour le réseau ici à Lagos. On peut dire que l'Internet n'est pas une ressource naturelle partagée par tout le monde. Nous avons un réseau très faible parfois. Alors, mes excuses pour ça. Mais comme j'ai dit, nous allons donner la parole à l'équipe de Natural Justice. Et je crois, si je ne me trompe pas, que Pascal va commencer. Et après Stéphana, mais vous avez la parole pour vous organiser à la présentation. Si vous voulez partager l'écran, je crois que Aimé a déjà vous donné la possibilité de faire ça. Si vous avez des slides ou des photos, de partager avec nous. Et nous sommes à l'écoute et nous sommes anxieux d'apprendre de vos stratégies et vos expériences. Alors, Pascal et Stéphane, vous avez la parole. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Stéphana, est-ce que tu es là? Tu peux commencer comme on l'avait dit. Oui, merci beaucoup Pascal et Mégane. Comme on s'est organisé avec Pascal, ce sera moi qui va faire une petite présentation suivie du cas malgache et puis ensuite Pascal va enchaîner avec le cas guinéen. Juste un instant, le temps de partager mon écran. Voilà, est-ce que vous voyez l'écran partagé? Oui, Oui. oui, c'est clair. Moi, non, pour le moment. Oui, on le voit. OK, oui. Oui. C'est donc Stéphane Ararzon qui vous parle actuellement. Je suis chargé de programme chez Natural Justice et je suis basé à Madagascar et j'appartiens au hub francophone de l'organisation. Attendez, je pense qu'il y a un problème avec le slide parce qu'il ne bouge pas. Oui. Alors, si vous vous demandez c'est quoi Natural Justice, ou plutôt qui nous sommes chez Natural Justice, eh bien, nous sommes un groupement d'experts juristes et d'avocats spécialisés dans l'interface entre les droits humains et le droit de l'environnement. C'est-à-dire qu'on essaie un peu de voir quels sont les points d'intersection entre le droit humain et le droit de l'environnement. Et c'est sur ces intersections que nous travaillons afin de promouvoir le droit des communautés locales dans nos pays respectifs. Notre organisation a été fondée en 2007 avec une vision ancrée sur la protection et l'affirmation des droits des communautés locales spécifiquement. Et nous assurons une présence dans quelques pays d'Afrique, à savoir l'Afrique du Sud, le Kenya, le Sénégal, la Guinée et Madagascar. Et prochainement, je pense que nous interviendrons dans d'autres pays. Parmi nos activités principales, je pense que, enfin, nous avons pas mal d'activités au sein de Natural Justice, mais nous nous attelons surtout à travailler sur nos 3 piliers d'intervention, à savoir l'affirmation et la sécurisation des droits, à savoir les droits fonciers par exemple, ou encore la connaissance traditionnelle, ce qu'on appelle entre nous Standing with Communities, que je traduirais en français solidarité avec les communautés, c'est-à-dire que nous, en tant qu'organisation, nous accompagnons vraiment les communautés à travers leurs combats, leurs plaidoyers, leurs lobbies, et nous faisons en sorte de leur offrir l'appui nécessaire, que ce soit un appui en matériel, un appui en conseil, mais surtout aussi sur le côté humain, un appui sur les questions morales. Et finalement, dans le 3e pilier d'intervention de Natural Justice, nous avons ce qu'on appelle la défense des droits des communautés. Comme vous le savez, dans le cadre de notre travail, les communautés locales sont soumises à pas mal de pression, pas mal d'abus, et parfois même souffrent à cause de violences psychologiques ou physiques qui leur sont infligées. Et donc, chez Natural Justice aussi, nous développons des programmes
afin de défendre justement ces communautés contre les formes d'agression, mais aussi et surtout afin de les accompagner au niveau des juridictions pour réclamer leurs droits. Et parmi les thématiques couvertes dans le cadre de ces 3 piliers, nous avons bien entendu l'autonomisation juridique des communautés locales avec les programmes de parajuristes communautaires présents sur plusieurs pays. Nous travaillons aussi avec les communautés locales dans le cadre de développement de protocoles communautaires, dans le cadre de l'accord sur le partage des avantages issus de l'exploitation des ressources génétiques du protocole de Nagoya. Et aussi, nous travaillons dans le cadre de soutien aux défenseurs environnementaux à travers plusieurs programmes en Afrique. Pour ce qui est de Madagascar spécifiquement, nous travaillons bien sûr sur l'autonomisation juridique des communautés locales. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a une petite flèche pour vous indiquer notre district d'intervention qui se trouve tout au nord. C'est là que nous avons lancé un programme d'autonomisation juridique des communautés et nous avons actuellement pu mettre en place des parajuristes communautaires et aussi nous commençons déjà les activités avec les communautés. À Madagascar aussi, nous travaillons beaucoup sur les droits fonciers des communautés locales, c'est-à-dire que nous les appuyons dans les processus législatifs pour affirmer leurs droits, mais aussi et surtout, dans le cadre de ces interventions, nous n'essayons pas de le faire auprès d'un secteur d'activité donné, mais nous essayons d'affirmer ces droits communautaires dans plusieurs secteurs à la fois. Bien sûr, comme nous travaillons beaucoup avec les communautés, nous nous impliquons aussi dans les processus de révision de textes juridiques en lien avec les droits humains et le droit de l'environnement. Par exemple, dans le cadre malgache, il y a la révision du texte sur la participation publique à la prise de décision pour les communautés locales dans le cadre des investissements. Il y a aussi le texte sur l'accès à l'information ou encore le texte sur les défenseurs de droits humains et environnementaux. Bien sûr, parmi les activités, nous lançons aussi des programmes pour soutenir tous les défenseurs de droits humains et environnementaux et nous nous tournons spécifiquement vers les communautés locales. Et enfin, nous travaillons aussi sur les droits des agriculteurs, sur les protocoles communautaires dans le cadre du protocole de Nagoya. Et bien sûr, nous faisons parfois, lorsque c'est sollicité, des recherches thématiques en lien avec les communautés locales. Donc, sur ces photos, vous pouvez voir quelques-unes de nos activités à Madagascar. Pour la première photo en haut à gauche, il s'agit d'une rencontre avec les communautés locales qui sont bénéficiaires de l'initiative pour l'autonomisation juridique. Et en bas, vous avez une séance de discussion avec une communauté qui a des problèmes par rapport à une exploitation minière. Et en bas, tout à droite, en fait, c'est lors d'un atelier auquel nous avons participé. Vous pouvez voir sur la photo quelques représentants du ministère de l'Environnement. Et bien sûr, la majorité des participants, ce sont des communautés locales qui sont intégrées dans un réseau de gestionnaires de ressources naturelles à Madagascar. Voilà, je pense, en gros, ce que nous faisons à Madagascar. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Pascal pour décrire ce qu'ils font en Guinée. Voilà. Merci Stéphana. Tu vas jouer sur ton clavier là-bas parce que je n'ai pas partagé l'écran ici directement. Merci pour cette présentation. Peut-être que vous aurez l'opportunité de nous poser des questions par rapport à ce que nous faisons, que ce soit en Guinée, à Madagascar ou dans d'autres pays. Donc, ce sont juste des exemples pour la Guinée et pour Madagascar que nous présentons ici. Alors, comme vous constatez, nous rentrons dans les pays par rapport à plusieurs secteurs. Le cas spécifique de la Guinée, on est rentré par le secteur minier. Vous savez tous que la Guinée est le deuxième plus grand pays minier de l'Afrique après la RDC. Vous savez aussi que la Guinée en Afrique de l'Ouest est appelée château d'eau de l'Afrique avec en moyenne 1200 cours d'eau, donc 14 ont le statut international qui arrose d'ailleurs à peu près tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et vous savez aussi également que la Guinée est la première réserve mondiale de la bauxite
et 3e réserve mondiale du fer, etc., avec des méga projets miniers qui ont des effets sur les communautés en termes de déplacement, en termes de santé, en termes de perte de terre. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que Natural Justice a visé ces pays stratégiques. Donc, on est rentré par le secteur minier. On est rentré par le secteur minier tout à fait au nord-ouest, là où vous voyez écrire bauxite, parce que là, il y a 2 grandes sociétés minières, dont l'une est la 2e aujourd'hui au monde, qu'on appelle la SMB, la société minière de Bokeh. Et cette société minière de Bokeh a affecté plusieurs communautés ainsi que la SMB. Next slide. Next slide. Voilà, encore, voilà, ok. Voilà, donc vous voyez un peu, on fait la même chose à peu près que Madagascar ici. On fait un travail sur les protocoles communautaires d'abord, protocoles communautaires, mais dans le secteur minier spécifiquement. Là, l'approche, c'est l'approche de travail en consortium, puisque on soutient une communauté spécifique ici qui a été déplacée, réinstallée sans le respect des normes internationales. On est en train de travailler en groupe avec d'autres ONG nationales et on est parti dans le processus CAO, qui est un processus de médiation au sein de la Banque mondiale. Et nous nous occupons du volet protocole communautaire dans ce processus. Alors, on fait également ce qu'on appelle l'audit communautaire. L'audit communautaire, ici, nous visons fondamentalement en Guinée. Retenez d'abord qu'il y a 2 types d'entreprises minières. Vous avez les entreprises minières de type occidental qui ont des standards internationaux bien reconnus ou qui ont souscrit à ces standards. Et vous avez des entreprises minières de type asiatique qui ont des standards très légers. Et à cause de ces standards très légers, nous procédons à l'audit, aux audits communautaires. Et ces audits communautaires nous permettent d'élaborer ou d'identifier des points stratégiques et on élabore ce qu'on appelle les stratégies de plaidoyer. Et ce sont ces stratégies de plaidoyer qui nous mènent soit au dialogue, soit à la médiation, soit aux actions devant les juridictions. Tout dépend de la volonté de l'entreprise qui est en face. Là également, l'approche est l'approche de consortium, puisqu'on n'est pas seul, on part avec d'autres organisations au niveau national. On utilise également l'approche recherche thématique, ce qu'on appelle recherche-action. Dans ce cas-là, on intervient un peu au sud de la Guinée. Vous avez certainement sur les réseaux sociaux ou sur Internet entendu parler du méga projet africain qu'on appelle Simandou avec 16 milliards de dollars avec une intervention chinoise. Et le mont qu'on appelle le mont Simandou est également une chaîne emblématique avec des espèces fauniques et floristiques qui sont dans le World Heritage. Donc, on intervient là-bas dans le cadre de la recherche thématique d'abord, puis le renforcement des capacités. Mais au-delà de ça, on intervient dans le cadre des pêches, puisque les mines que vous voyez avec les photos que vous regardez à gauche sont des photos qui sont juste au bord de la mer. Donc, du coup, les communautés de pêche qui se trouvent dans ces zones-là sont directement affectées par les activités minières. Donc, on soutient également ces communautés, mais on procède d'abord aux recherches. Ce sont les résultats de ces recherches-là qui nous permettent d'avoir des plans de plaidoyer. Last slide. Voilà, donc l'affirmation des droits, oui, remonte un peu. L'affirmation des droits, voilà, mon collègue l'a déjà dit, l'affirmation des droits des communautés sur les ressources naturelles avec un point sur les connaissances traditionnelles. Là, on vient juste de commencer ce projet en Guinée, mais c'est un projet phare aussi. On part sur l'approche que nos camarades de Madagascar utilisent déjà avec beaucoup de succès. Et là, on intervient dans ce domaine en Guinée, mais aussi à Madagascar, parce que au Sénégal, parce que notre bailleur a visé fondamentalement les 2 pays.
Donc, de façon vraiment ramassée, voici ce que nous faisons en Guinée. Mais en termes de ressources humaines, au-delà des communautés que nous appuyons, nous préparons au fait les jeunes juristes à venir, à intervenir dans ce domaine-là. C'est le cas spécifique de ce qu'on appelle les legal fellows. Ce sont des jeunes qui ont fraîchement terminé l'université, que nous préparons, que nous renforçons les capacités et qui nous aident au-delà des parajuristes qui sont directement en contact avec les communautés. Merci. Merci. Aimé, vous avez la parole. Ou c'est Megan qui modère, donc vous avez la parole pour la suite. Merci Pascal, merci Stéphana. Je pense que maintenant, on peut discuter un peu des questions. Et Megan, si tu es là, je pense que tu peux continuer avec la modération. D'accord, merci beaucoup et comme j'ai dit, mes excuses encore une fois pour la connexion. J'aimerais, d'abord remercier beaucoup les deux présentations. Je crois que les stratégies que vous avez mentionnées sont très intéressantes et aussi, j'aimerais apprécier beaucoup que vous travaillez avec les communautés et les groupes de personnes et vous pensez sur les ressources naturelles dans une aperçu large, c'est-à-dire, à mon avis, pour une part, pas seulement les communautés touchées par les activités minières, mais aussi les pêcheurs artisanaux. Je crois que peut-être il y a plusieurs choses sur lesquelles nous pouvons échanger pendant cet appel. Alors moi, j'ai certaines questions à poser, mais d'abord, pour avoir un peu plus de comparaison, j'aimerais proposer de donner la parole pour quelques minutes à Descartes. Je sais que vous n'êtes pas préparé de faire une présentation, mais si vous voulez brièvement parler sur le travail que Akadosha fait par rapport aux droits des communautés impactées par les activités minières. Et si vous voulez, peut-être que ça serait intéressant pour donner un peu de comparaison à le travail en RDC. Descartes, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, chers collègues. En fait, Akadosha a été créé en 2001, mais principalement, on était basé au Sud Kivu, la partie est de la République. Alors, nous, on travaille sur les questions des droits de l'homme et de la gouvernance des ressources naturelles, et principalement dans 3 domaines, mines et pétrole, les forêts et les questions de terre, l'accès à la terre. Alors, les questions ou bien les problèmes généralement rencontrés dans les 3 domaines, il y a les questions liées à la tenue ou bien qui causent des expropriations. Il y a des problèmes de pollution dans tous les domaines. Il y a des problèmes des questions de partage des revenus que nous adressons. Alors, quelles sont les approches que nous utilisons? En fait, nous, on procède par des recherches parce que ce sont les résultats de ces recherches-là qui vont nous aider soit à planifier des actions ou à lancer les débats. Nous faisons des formations pour essayer un peu d'avoir une masse critique au sein des communautés locales et des peuples autochtones. Nous vulgarisons les textes juridiques, surtout avec un focus sur les droits des communautés locales et peuples autochtones. Et nous avons mis en place un réseau de parajuristes par thématique. Il y a des parajuristes qui se spécialisent sur les questions foncières, les parajuristes qui se spécialisent sur les questions minières et les autres questions, par exemple, minières. Et parce que 70% des conflits qui sont en RDC au niveau de la justice sont des conflits fonciers. Et donc, la question foncière reste parmi la plus dominante au niveau de ces 3 secteurs-là, y compris la question minière. Alors, nous avons mis en place une cellule juridique qui essaie un peu de faire des actions, soit analyser les programmes ou bien les projets de loi qui sont initiés par le gouvernement.
nous analysons, nous formulons des commentaires pour dire voici nos observations par rapport à ces projets de loi. Nous attaquons certaines lois en justice parce que si jamais ces lois-là violent, par exemple, les traités, les accords, les droits des communautés qui ont été ratifiés, par exemple, par l'État au niveau régional et international, et nous nous basons sur ça pour essayer un peu de saisir la justice. Mais aussi, nous proposons des projets de textes nous-mêmes, nous initions des textes que nous soumettons au gouvernement, soit aux assemblées provinciales et nationales. Alors, il y a certainement des difficultés, beaucoup de défis que nous rencontrons. Et les défis sont plus liés soit à l'instabilité des institutions, parce que quand vous engagez déjà avec certains responsables, certains élus, et au bout d'un certain temps, s'ils changent, et vous allez encore revenir avec le même travail de plaidoyer pour essayer un peu de relancer, de nouer encore les relations, parce qu'il y a quand même certaines autorités qui comprennent, certains élus qui comprennent et qui se décident d'associer, de soutenir les plaidoyers ou bien les travaux, mais malheureusement, l'instabilité politique et l'instabilité institutionnelle constituent un véritable défi. Il y a la corruption aussi. La corruption, c'est aussi un défi que nous notons généralement dans les dossiers que nous accompagnons en justice. C'est que vous saisissez la justice contre les gens qui sont forts, qui ont des ressources, les compagnies, par exemple, qui ont des ressources, et du coup, généralement, les magistrats penchent du côté de ceux qui ont l'argent. Mais on peut se dire qu'il y a quand même certains acquis que nous avons déjà obtenus, et que ce soit avec les réformes au niveau des textes, par exemple de la forêt, c'est maintenant reconnu en RDC que les communautés peuvent avoir gratuitement leurs concessions forestières couvertes par des titres, mais c'est un long processus pour arriver à obtenir les papiers, à accompagner les communautés jusqu'à obtenir les papiers. On fait aussi la sécurisation des terres des communautés, on cherche les documents, mais aussi un accompagnement juridique. Et lorsqu'il y a des communautés qui sont à traiter en justice, on les appuie, on les soutient. Merci. Merci beaucoup, Descartes. C'est comme vous êtes déjà préparé pour faire cette présentation. Alors, nous vous remercions beaucoup pour cette présentation et le partage d'expérience de RDC. Et je crois que vous avez souligné certains thèmes sur lesquels j'aimerais aussi poser des questions. Alors, pour moi, il y a une question en général que j'aimerais poser à chaque participant. Mais d'abord, j'aimerais vite poser la question à mes sons s'ils pensent peut-être de partager un peu sur l'expérience que nous avons en travaillant avec les pêcheurs artisanaux à Cotonou au Bénin. Parce qu'à mon avis, c'est important de voir les ressources naturelles dans l'aperçu grand pour voir la comparaison entre des thématiques un peu différentes. Alors, Messan, je ne sais pas si vous voulez un peu partager sur notre travail avec les pêcheurs et le thème de réglementation de la pêche et les violations des droits de l'homme des pêcheurs artisanaux à Cotonou. Et si vous voulez un peu de temps de penser sur ça, je vais poser d'autres questions aux personnes qui viennent de présenter. Merci, les gars. Et je remercie d'abord ceux qui ont pu présenter leurs activités, les différentes activités dans leurs pays respectifs. Et comme chez eux, nous aussi, nous menons aussi des activités dans beaucoup de secteurs, et ainsi que dans le secteur, sauf que ce soit dans le secteur foncier, dans le secteur environnemental et dans le secteur des pêches. Et comme Megan m'a demandé de parler sur ce secteur, nous travaillons beaucoup avec des communautés de pêcheurs à Cotonou, qui sont, que ce soit la pêche continentale, que ce soit la pêche maritime. Donc, ceux qui travaillent sur les lacs et lagunes, et font la pêche sur les lacs et lagunes, qui s'y installent même, parce que nous avons des villages lacusses au Bénin,
des gens qui sont habitués à vivre sur l'eau. Donc, ils y vivent, mais ils sont confrontés souvent à de sérieuses difficultés dans leur vie quotidienne parce qu'en réalité, comme la terre, l'eau appartient aussi à l'État. C'est surtout parce qu'au moins la terre, les individus peuvent l'acquérir et devenir propriétaires, mais l'eau, elle est la propriété de l'État et donc l'État ne concède pas, bien que l'État les a laissés installer, ils sont quotidiennement confrontés soit dans leur vie, dans leur propre vie, parce qu'ils y vivent, ils font toutes leurs activités, ils ont leur famille sur l'eau, ainsi que dans les activités de pêche, parce que nous avons des lois très restrictives au Bénin qui réduisent énormément l'activité de pêche, que ce soit la pêche continentale et la pêche maritime la pêche maritime. Donc, ils sont beaucoup dérangés par l'État et menacés souvent de déguerpissement de leur lieu d'installation alors qu'ils y sont depuis des siècles. Et quand l'État a besoin d'un espace pour développer, faire un projet de développement, les sommes, en un bref délai, on a connu des cas où des gens ont été sommés de quitter leur lieu de résidence où ils sont installés depuis des décennies, voire des siècles, en 72 heures de quitter et sans leur indiquer où il faut aller s'installer. Et c'est des cas auxquels ils sont confrontés et nous donnons un appui. Nous avons déjà connu plusieurs cas. Le cas dont je viens de parler, où il y a 72 heures de sommation, cette sommation n'a jamais été exécutée parce que nous sommes venus en appui sérieusement en rentrant en contact avec les autorités gouvernementales et communales pour revoir la chose parce que ce serait une grande injustice que du jour au lendemain des populations qui sont installées depuis des décennies, on ne leur dise pas allez vous réinstaller à tel endroit, ils vont se retrouver dans la rue. Nous avons défendu ces causes. Nous sommes actuellement en train de discuter d'un cas de pêcheurs maritimes qui sont dans la ville de Cotonou, qui sont en réalité les premiers occupants de la ville de Cotonou. Ils ont reçu une sommation qui est actuelle à déguerpir d'ici le 1er septembre de cette année. Et nous sommes déjà rentrés en contact. Au départ, comme je l'avais dit la fois dernière, l'État proposait de leur créer un village de pêcheurs côtiers pour pouvoir les réinstaller. Mais deux ministres, le ministre du cadre de vie et le ministre de la décentralisation, ont signé le communiqué les sommant de dégager d'ici le 1er septembre sans cette proposition au départ qui leur demandait et qui indiquait qu'ils allaient leur créer un village de pêcheurs où ils iront s'installer. Donc, nous sommes confrontés à cette situation-là aujourd'hui où nous jouons des pieds et des mains pour pouvoir arrêter cette action de déguerpissement massif parce que c'est des milliers et des milliers de populations qui sont visées par cette mesure gouvernementale et si rien n'est fait, ils pourront se retrouver, nous pourrons avoir des milliers de personnes qui vont se retrouver dans la rue, alors que même le 1er septembre qui est indiqué, c'est le temps de la rentrée scolaire où les enfants doivent commencer. Donc, si les parents sont dans la rue, c'est un véritable cas social auquel nous risquons d'être confrontés. Nous sommes déjà dans les pourparlers. Donc, comme ces deux cas d'exemple que je viens de citer, il y a plusieurs autres cas de pêcheurs, que ce soit lagunaires ou maritimes, qui sont confrontés avec l'État de sérieuses difficultés. Je ne sais pas si je peux m'en arrêter là où je peux encore citer des exemples. Nous avons aussi connu un autre cas. Bon, puisque vous ne connaissez pas tellement la ville de Cotonou, d'un autre côté, qu'on appelle Koulakodji, qui sont aussi des communautés venues d'ailleurs, qui se sont installées depuis au moins 2 décennies à Cotonou, où ils ont commencé, l'État a commencé à déguerpir, mais grâce à notre action, ça a été arrêté et nous sommes en pourparlers pour voir ce qu'il faut faire parce qu'il ne suffit pas de vouloir de son espace parce que l'État même les a laissés s'installer
depuis des décennies, a même octroyé des titres de propriété, parce que quand je dis l'État, c'est l'administration. Si des gens arrivent à obtenir des titres de propriété, c'est que l'État aussi a reconnu qu'ils peuvent l'avoir. Donc, ils ne peuvent pas avoir ce type de propriété, acquérir, recaser, et du jour au lendemain, parce que l'État a besoin de cet espace, les envoie dans la rue. Ce n'est pas bien. Nous avons aussi connu ce cas. Il y en a une multitude de cas, nous n'allons pas les énumérer tous ici, mais c'est un véritable fléau auquel nous sommes confrontés et les lois ne protègent pas trop parce que la loi dit l'eau appartient à l'État, la lagune, et les lacs, la mer appartient à l'État et par conséquent, tous ceux qui sont au bord de la mer, sur l'eau, au bord de l'eau, doivent dégager dès que l'État manifeste le besoin d'occuper ou de mettre en place, en exécution, un projet de développement pour ces communautés, alors que ça brime le droit de ces communautés qui se retrouvent soit dans l'eau, soit bougées de leur lieu de résidence habituel. Voilà ce que je peux dire sur la question que Megan a posée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Messon. Ça, je crois, a fait une bonne comparaison d'autres exemples. Parce qu'on peut penser toujours de la terre et l'eau et la pêche. Toutes ces choses sont aussi des ressources naturelles. Mais je crois en général, dans l'invitation, nous avons posé certaines questions et je crois que chaque présentation a souligné certains thèmes. Alors, moi, j'aimerais revenir maintenant à Pascal et Stéphana d'abord pour vous remercier encore pour la présentation, le partage de vos stratégies et votre approche en général. Et j'aimerais poser une question et après je vais poser les questions à le reste des participants pour un peu penser sur si vous voyez dans la protection des droits de communauté face aux ressources naturelles et contrôle et gouvernance des contrôles naturels, si vous voyez le gouvernement comme un partenaire ou peu plus comme un antagoniste. C'est une question. Et aussi une question liée à ça, si vous voyez que les textes législatifs sont suffisants dans vos pays pour protéger les droits des communautés et si les textes législatifs sont vraiment mis en vigueur ou s'il y a peut-être des problèmes liés à l'état de droit. Alors, j'aimerais donner la parole premièrement d'abord à Stéphana et après à Pascal pour réfléchir un peu sur ces points. Et avec vos réponses, vous pouvez aussi ajouter un peu sur les stratégies que vous utilisez. Si vous avez certains défis liés à l'état de droit et l'impunité. Merci beaucoup. Alors, Stéphana, vous avez la parole et après Pascal. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Megan, pour avoir apporté des remarques sur la présentation et surtout pour avoir posé ces questions qui sont fort intéressantes. Pour répondre à la première question qui nous demande si le gouvernement est vu comme un partenaire ou comme un antagoniste à Madagascar, je dirais que oui et non. Ça va dépendre des cas parce que dans certains cas, le gouvernement peut être vu comme un partenaire parce que quelque part, il y a une volonté de la part des responsables de donner quelque chose quand même aux communautés locales. C'est une logique tout à fait simple parce que ces gens au sein des administrations se sentent proches des communautés locales parce qu'elles viennent elles-mêmes de communautés locales, chacune dans leur village respectif. Et puis, d'un autre côté, le gouvernement se pose aussi comme un antagoniste, surtout dans les cas où le gouvernement prend le parti pris pour un grand opérateur ou un grand exploitant, que ce soit minier ou de ressources naturelles. Alors, dans ce genre de cas, il se trouve que le gouvernement peut exercer beaucoup de pression sur ses agents au niveau des concentrés. Et bien sûr, ces derniers, sous la pression, vont mettre eux-mêmes de la pression sur les communautés locales. Et nous sommes tout à fait contre ce genre de pratique. Pour ce qui est de l'approche stratégique de Natural Justice par rapport à cette première question à Madagascar, en fait, c'est vraiment de choisir le gouvernement comme un partenaire dans le cadre de l'application et de la mise en œuvre des lois et de faire en sorte, en fait, de mettre les communautés locales d'un côté et les techniciens et responsables politiques des ministères de l'autre et d'arriver véritablement à un dialogue
un dialogue où on ne pointe pas la faute de l'autre, mais plutôt un dialogue constructif où on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre les droits et des uns et des autres. Et ce que nous, on fait, en fait, c'est d'appuyer les communautés locales à affirmer quels sont leurs droits et bien sûr à donner une argumentation de qualité de telle sorte que les agents de l'État et les politiciens se disent mais en fait, ils ont tout à fait raison. Et si on se met à travailler avec eux, ce ne sera sûrement pas contre nous, mais ce sera un point positif pour nous. Par rapport à la deuxième question, est-ce que le cadre législatif est suffisant pour protéger les droits des communautés locales? Alors là, je dois dire qu'il y a beaucoup d'insuffisances dans la loi à Madagascar en matière de protection et de promotion des droits des communautés locales. Ce qu'on remarque surtout dans le cadre malgache, c'est que la loi, en fait, elle a plus tendance à protéger les intérêts de l'État que de protéger les intérêts des autres parties à la vie civile et dans les communautés locales. Et enfin, par rapport à la dernière question, est-ce que vous trouvez que ces lois, est-ce que le droit est mis en vigueur? À cette question, je dirais évidemment que non. Ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que le droit est plus ou moins connu quand même au niveau de l'administration, mais là où il y a le plus de problèmes, c'est au niveau local, ou que ce soit au niveau des communautés ou encore des administrations de proximité, il y a encore beaucoup de lacunes en matière de connaissance et de mise en application du droit. Et c'est surtout cette application qui pose problème à Madagascar. Voilà, je pense, les réponses à la question. Je vais laisser la parole à mon collègue Pascal. OK. Merci, Stéphana. Les réponses sont déjà à peu près les mêmes que pour le cas guinéen. Le gouvernement est à la fois considéré comme un partenaire pour certains projets, pour certains cas, pour certaines approches, mais dans d'autres cas, il n'est pas forcément un partenaire. Je prends un cas pratique sur les questions de déplacement, de réinstallation et d'indemnisation des communautés impactées par les projets de développement. En Guinée, c'est un grand vide juridique. Il n'y a pas de loi au niveau national qui touche des questions de déplacement, d'indemnisation et de compensation des communautés qui pourraient être touchées par des projets de développement. Alors du coup, on a engagé un processus d'élaboration et vite on a compris que cette loi avait beaucoup d'insuffisances. Alors au départ, le gouvernement n'était pas considéré comme il ne nous considérait pas eux comme un partenaire, mais aujourd'hui nous sommes quasiment devenus comme partenaires parce que lorsqu'on a fait nos commentaires, plus de 120 commentaires qu'on a soumis, après ils ont compris que vraiment le projet n'était pas bien élaboré. Donc il y a plusieurs cas comme ça. Et concernant les projets, c'est la même chose, hein. Ça dépend d'un cas à un autre. Il y a des compagnies qui sont quasiment considérées comme des compagnies protégées. Nous prenons le cas spécifique de la SMB qui a ce méga projet de 16 milliards de dollars qui est aujourd'hui une compagnie quasiment protégée, mais nous allons toujours dans le sens du dialogue. Alors, concernant le cadre législatif guinéen, il y a beaucoup de vides juridiques dans plusieurs domaines. C'est le cas, par exemple, des compensations, parce qu'ici, il y a beaucoup de déplacements du fait soit des méga barrages, ou du fait des méga projets miniers. Donc, et il n'y a pas de cadre juridique concernant les compensations. Alors, l'autre problématique du cadre législatif guinéen, c'est que le cadre général, il est très bien. Vous prenez le code minier, il est bien. Le code de l'environnement, il est bien. Mais il n'est pas souvent accompagné de tests d'application qui sont nécessaires. Alors, les compagnies profitent du manque de ces tests d'application. C'est une opportunité d'ailleurs pour la plupart des compagnies du fait que ces tests d'application-là n'existent pas. Donc, par rapport maintenant à l'application, la mise en vigueur de ces lois, nous pensons en Guinée qu'il y a beaucoup plus un problème et une problématique d'état de droit que de mise en œuvre, parce que là, c'est des institutions qui ne sont pas fortes. Et l'autre problème, c'est du fait que le cadre juridique, des fois, ne correspond pas au cadre
locales réglementaires. Vous avez les droits coutumiers qui ne sont pas des droits de foi reconnus au niveau du cadre de la loi moderne en tant que telle. Et ce qui se pose comme problème, c'est que les communautés préfèrent appliquer leurs lois coutumières. Et au niveau national, vous avez une loi qui peut être considérée, entre parenthèses, comme un standard, mais malheureusement qui n'est pas appliquée. Donc, il y en a plusieurs ici. On n'a pas ce temps, sinon il y a plusieurs cas ici qui montrent que la loi a besoin de la révision. Merci. Merci beaucoup, Pascal et Stéphane, pour ces réponses très intéressantes. Je crois que probablement les autres participants aussi ont des réflexions sur ces questions à partager. Mais avant d'ouvrir la porte pour tous ces commentaires et réflexions, j'aimerais poser encore 2 questions aux deux présentateurs de Natural Justice pour vous inviter de réfléchir sur 2 questions difficiles, à mon avis. La première, c'est sur les questions de division dans les communautés qui sont parfois créées par la présence des entreprises minières ou des entreprises ou des intérêts puissantes, on peut dire, dans la communauté, qui ont trouvé des manières de diviser la communauté. Nous voulons savoir si vous avez peut-être des stratégies que vous utilisez pour créer l'unité. Parce que parfois, parce que nous sommes tous, je crois, du même avis que l'union fait la force quand il y a des questions comme ça. Alors, c'est une question, si vous avez trouvé des stratégies pour faire face à un problème de division dans les communautés, parfois créé par les présence de ressources naturelles. Je peux dire, par exemple, que je travaille beaucoup ici au Nigeria et nous avons beaucoup constaté ces défis. Alors, c'est pour ça que je suis intéressée d'avoir vos réponses à cette question. Et après ça, je crois que Pascal a souligné le problème. Dans les dernières, on peut dire, décennies, nous avons tous en Afrique, je crois, vu le grand changement des entreprises multinationales, on peut dire les entreprises globales, qui ont normalement le siège dans le pays nord du monde. Et nous avions, je crois, développé certaines stratégies pour défendre les droits de communauté face à ces entreprises multinationales. Mais maintenant, je crois, dans presque toute l'Afrique, nous sommes en train de voir la présence et la puissance des entreprises asiatiques, comme Pascal a mentionné. Et j'aimerais savoir si vous êtes en train de développer de nouvelles stratégies pour faire face à un problème de violation des droits de l'homme aux droits de communauté par ces entreprises. Alors, 2 questions avant d'ouvrir la porte pour tout le monde à réfléchir et poser des questions. Merci beaucoup. Alors, Stéphane et Pascal, vous avez la parole. J'aimerais prendre la parole par rapport à la première question qui a été posée par rapport aux divisions créées par les entreprises minières. Et puis après, Pascal pourra répondre et on fera ça pour la prochaine question. Donc à Madagascar, c'est vrai que la dynamique est plus ou moins la même parce que les compagnies minières ici, en fait, pour pouvoir s'imposer et s'installer au milieu d'une communauté où elles doivent faire leurs exploitations, ont tendance à favoriser certains membres de la communauté au détriment d'autres. Et finalement, cette stratégie utilisée par les entreprises minières, en fait, ça crée des divisions au sein de la communauté et parfois même des conflits qui font que la communauté est au final désunie et devient incapable de lutter contre l'influence de l'entreprise minière. Alors, par rapport à ce genre de situation à Madagascar, en fait, ce qu'on fait avant d'entreprendre toute autre forme d'intervention, c'est qu'on fait beaucoup de recoupements et notamment dans le cadre de notre initiative pour l'autonomisation juridique de communautés locales dans le nord de l'île, nous avons préféré faire d'abord, avant de lancer l'autonomisation juridique en question,
faire appel à un consultant plutôt pour faire des études préliminaires, pour voir auprès des communautés quels sont leurs comportements, comment est-ce qu'elles utilisent le droit national, comment est-ce qu'elles utilisent le droit traditionnel et comment, bien sûr, elles font pour défendre leur identité, leur culture et surtout leur cohésion. Et c'est à partir de cette étude, en fait, que nous sommes partis pour déterminer quelles communautés sont unies, quelles communautés sont désunies et surtout quels facteurs ont causé la désunion des communautés. Malheureusement pour nous, l'une des communautés avec laquelle on travaille, elle est désunie. Et c'est justement à cause de l'intervention d'une compagnie minière que cette situation a été engendrée. Et comme le disait notre ami Pascal tout à l'heure, en fait, ce que nous on fait à Madagascar aussi, comme ils le font en Guinée, c'est de faire une approche par la discussion, par la médiation, et aussi et surtout, si possible, de faire une approche en consortium, c'est-à-dire pas seul avec les communautés, mais avec beaucoup d'organisations de la société civile et avec les communautés. Et alors, ce que l'on fait, c'est d'inciter les communautés justement à défendre un peu les valeurs qu'ils risquent de perdre à cause de la division causée par l'entreprise et à leur rappeler que si la division perdure, ils vont risquer de perdre certaines choses qui leur sont très chères, comme par exemple certains droits, mais aussi et surtout des références à leur culture. Et c'est dans ce sens que nous poussons les communautés à dialoguer entre elles et à se retrouver, mais aussi et surtout en termes d'autonomisation juridique, nous leur montrons en fait qu'il est possible à un niveau communautaire d'arriver à défendre des droits sans forcément perdre dans le cadre des négociations. Et comme nous sommes encore dans une phase de commencement à Madagascar par rapport à la mise en œuvre de cette stratégie, je n'ai pas encore beaucoup de choses à vous révéler, mais peut-être que mon ami Pascal, du côté de la Guinée, lui, peut apporter quelque chose d'autre. Ok, merci Stéphana. Je commence par cette dernière question concernant surtout des entreprises qu'on appelle des entreprises de type asiatique, pas seulement chinoises, hein, parce qu'en Guinée, il n'y a pas que les entreprises chinoises qui ont cette problématique des standards respectant les standards internationaux des droits de l'homme. Donc, nous, on utilise plusieurs stratégies ici, plusieurs approches. La première approche, c'est d'abord ce qu'on appelle l'audit communautaire. Et l'audit communautaire touche tous les volets. Vous avez le volet social, vous avez le volet environnemental avec beaucoup de sous-volets. Hein. Les questions de pollution des cours d'eau, par exemple, les questions de disparition de la faune, de la flore, etc. Donc, on a beaucoup de sous-volets quand on fait l'audit communautaire. Et c'est l'audit communautaire qui nous permet de voir l'échelle de la violation des droits de l'homme. Donc, à partir de l'échelle de la violation des droits de l'homme, on a une stratégie de plaidoyer qui nous oriente soit vers une médiation, un dialogue ou vers une action en justice. La deuxième approche que nous utilisons par rapport aux entreprises de type asiatique, c'est le renforcement des capacités pour la maîtrise du cadre juridique asiatique. Pour le moment, en Guinée, nous utilisons le cadre chinois. Donc, on a un consortium ici sur le cadre purement chinois. On fait venir des avocats chinois qui sont basés aux États-Unis ou même en Chine et qui maîtrisent ce cadre-là. Nous avons d'ailleurs un projet pour septembre-octobre où les juristes vont recevoir une formation pour maîtriser vraiment le cadre juridique. Parce que pour parler de quelque chose, il faudrait vraiment comprendre la chose. Alors, la troisième approche, c'est l'approche des consortiums avec ceux qui maîtrisent déjà le cadre juridique chinois. Il s'agit dans ces cas-là de travailler avec des avocats chinois qui maîtrisent la gestion des ressources naturelles en lien avec la législation chinoise. Actuellement, nous sommes avec une très grande avocate chinoise qui s'appelle Jin Jin et qui doit être là d'ailleurs dans un mois. On fait les descentes de terrain ensemble, on fait des plans de renforcement des capacités ensemble. Donc ça, c'est la troisième approche. Et la dernière approche, il s'agit de la communication. Nous écrivons des articles qui ont un lien avec ces violations-là par les entreprises chinoises, mais on passe très souvent par d'autres organisations qui
qui sont dans le domaine de la communication. Là, on est actuellement avec l'agence Reuters qui travaille avec nous et bientôt ils vont publier pas mal d'articles par rapport aux entreprises chinoises en Guinée. Prenant le cas des divisions, ici en Guinée, nous avons remarqué qu'il y a deux types de divisions. Nous avons les divisions de type tacite, nous avons la division des communautés de type express. La division des communautés de type tacite, c'est le cas que les entreprises utilisent dans les réinstallations. Dans les réinstallations, on fait en sorte que les communautés d'un même village qui avaient un plan très traditionnel de vie, ce plan-là est modifié. On a un cas spécifique ici, une communauté qui était musulmane au départ et qui maîtrisait par exemple le Coran, qui habitait au nord du village, ont été dans la réinstallation, ils ont été placés au sud du village. Et les communautés autochtones qui n'étaient pas des musulmans ont été placées au nord. Et c'est à côté de cette communauté autochtone que la mosquée a été construite. Donc, du coup, on n'a pas parlé de division, mais 6 mois après, on a vu 2 villages, une communauté avec 2 groupes différents. Alors là, on est en face de ce problème que nous sommes en train de gérer, qui est un problème très difficile à gérer d'ailleurs. Donc, il y a cette catégorie, ce type de division tacite. Il y a une division express où les compagnies elles-mêmes viennent vers certains leaders, ciblent certains leaders communautaires. Soit on les promet de l'argent ou on les donne de l'argent, soit on les donne de l'emploi ou soit on donne l'emploi à leurs enfants. Donc là également, du coup, la communauté est divisée. Et là, on a pour le moment 2 approches que nous utilisons. La première approche, c'est l'approche des échanges d'expériences. Donc, on a des communautés qui ont réussi dans l'Union. On fait l'échange, les voyages d'échange d'expériences pour que la communauté X qui a réussi dans l'Union communique avec la communauté Y qui est désunie. Ça, c'est la première approche qui réussit, hein, qui nous réussit des fois. Et la deuxième approche que nous utilisons aussi dans ce cadre-là, qui est une approche pourtant aussi très, très intéressante, c'est l'approche qui consiste à renforcer les communautés, les capacités des communautés elles-mêmes. C'est de travailler, dialoguer directement avec les communautés, faire en sorte qu'on les amène ensemble pour montrer l'importance de la division, et les inconvénients de la division et l'importance de l'union. Donc, ce sont des approches qui peut-être on aura l'opportunité un autre jour pour que je puisse les développer parce qu'on est sur ces approches-là, ça fait des années. Voilà, voici un peu ce que nous utilisons en Guinée. Merci. Merci beaucoup, Stéphane et Pascal, pour ces partages. Au fait, je crois que vos réflexions et aussi les stratégies que vous avez partagées sont très, très intéressantes. J'imagine qu'il y a, je crois que les autres participants probablement ont des réflexions et des questions aussi à poser. Moi, personnellement, j'aimerais poser une question à Pascal, si peut-être c'est une requête, on peut dire, s'il serait possible de partager un peu les d'informations, les outils développés par l'avocat chinois qui vous a renforcé la capacité de comprendre le système juridique en Chine pour le contrôle de ressources naturelles pour avoir une meilleure manière d'engager ces entreprises chinoises. Ça serait, je crois, très, très intéressant pour nous tous, j'imagine. Mais bon, avant de dire plus, moi-même, j'aimerais ouvrir la porte pour Descartes, pour Messan, à partager vos réflexions, vos questions. Et Frédéric aussi Aimé a déjà mis certains commentaires et additions dans la boîte. Alors, on peut dire la porte est ouverte pour chaque
personne à intervenir, de poser des questions, d'ajouter vos réflexions pour les dernières 10 ou 15 minutes de cette conversation. Alors, comme toujours, si vous êtes intéressé, il faut faire signe avec la main et sinon, on va peut-être donner la parole à chaque personne. Comme ça, vous allez avoir l'occasion de partager vos questions et commentaires. Alors, Descartes, je vois la main. Vous êtes invité et vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Megan. Merci beaucoup aux collègues. Effectivement, l'expérience est très riche. Ils ont partagé une riche expérience et qui a des similarités avec ce qui est fait en RDC, mais aussi les mêmes défis. On partage plus les mêmes défis aussi. Par exemple, ce que je note, le gouvernement comme allié, ça dépend. Par exemple, en RDC, ça dépend des secteurs, mais aussi ça dépend des moments et des questions. Vous allez trouver, par exemple, lorsque le gouvernement est en discussion avec les investisseurs, il a généralement besoin de la collaboration avec la société civile, montrer que les citoyens sont, par exemple, quand le gouvernement négocie des fonds avec les FMI, on veut montrer que la population participe, la population est consultée, ainsi de suite. Mais il y a des moments où, quand ça touche plus sur les questions des revenus, comme je le disais. Alors, les lois, effectivement, comme les collègues l'ont dit, chez nous aussi, les lois, il y a des lois qui sont avancées. Par exemple, la loi minière qui a été révisée en 2018, elle est très avancée en matière de prise en compte des droits des communautés, que ce soit en termes de revenus, que ce soit en termes d'obligation des études d'impact environnemental et social, et leur conduite et publication, mais aussi au niveau de la protection des sites sacrés des communautés locales et peuples autochtones. Donc, c'est à ce niveau-là, il y a quand même aussi en termes de développement, de perspectives de développement. Les nouvelles stratégies, effectivement, c'est une très bonne question, la question de la nouvelle stratégie, parce que, par exemple, comme vous le savez, avec la transition énergétique en RDC, la RDC sera sollicitée avec le cobalt congolais, sera sollicité et risque de devenir un champ de bataille entre les grandes puissances, parce qu'aujourd'hui, autour de 80% des compagnies minières sont contrôlées par la Chine. Et c'est là où je salue l'engagement des collègues avec l'expert chinois. Et ça nous intéresse aussi d'entrer en contact avec elle pour qu'elle essaie un peu de nous former. Alors, contrairement à elle qui fait la formation sur les systèmes juridiques chinois, nous sommes en contact avec une dame qui est une ancienne de Global Witness, avec laquelle on échange, c'est plus pour comprendre comment la gouvernance en termes des acteurs, les principaux acteurs chinois qui entrent en jeu, par exemple les banques chinoises, comment ça fonctionne, les décisions au niveau du gouvernement, les partis chinois, comment ça fonctionne. Et le plus grand défi, c'est que la langue chinoise, ça constitue un grand défi parce que toutes les compagnies chinoises, même la Chine publie les politiques, ces politiques, même ces standards en matière de droits de l'homme, en matière de plaintes en chinois. Et pour nous, ça constitue un défi. Alors, nous, on va déjà adresser une demande aux collègues s'ils peuvent nous mettre en contact avec l'expert pour essayer un peu de discuter aussi sur ces questions du système juridique chinois. Ça peut être une bonne chose. Merci. Megan, tu es là? Si tu parles, il faut activer ton micro. Okay. Peut-être qu'il y a un problème avec le réseau de Megan. Frédéric, tu as quelque chose à ajouter? Frédéric? Messan?
Oui, Aimé, je suis là. Et moi, j'ai deux petites questions. Je ne sais pas si c'est selon les thématiques que nous invitons les participants, sinon que j'ai constaté qu'il y a plus, cette fois-ci, le Burkina, le Sénégal, une partie de M. Alpha de la Guinée et bien d'autres personnes. Je ne sais pas s'ils sont invités, qui ne sont pas là, ou bien c'est parce que cette thématique ne les concerne pas trop. J'ai cette question-là d'abord avant toute chose. Sinon, je n'ai pas rien de plus à ajouter. Maintenant, ce qui a été ajouté comme concernant le droit coutumier qui désavantage les femmes, et aussi, je ne sais pas s'il faut intervenir là-dessus aujourd'hui ou c'est pour nos prochaines rencontres. Merci. Désolé, c'est une question pour tout le monde ou c'est une question pour l'équipe Natural Justice? Alors, peut-être que mon collègue Stéphana va me compléter par rapport à cette question relative aux droits des femmes. En Guinée, la situation par rapport aux droits des femmes dans le secteur des ressources naturelles est à deux niveaux. Vous avez le niveau de la loi moderne où il faut le reconnaître, ne discrimine pas les femmes en tant que telles. Donc, la Constitution parle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez le Code de l'environnement qui parle de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez le Code civil qui donne tous les mécanismes d'héritage et qui ne fait pas de différence entre les hommes qui héritent ou les femmes qui héritent. Donc, et les questions des ressources naturelles, une partie relève de ce processus d'héritage concernant par exemple le foncier. Maintenant, là où le problème se pose, c'est au niveau des coutumes, parce que dans la plupart des cas, on vous dit carrément que la femme n'hérite pas. Elle n'hérite pas et elle se retrouve dans une situation d'insécurité à plusieurs niveaux. Le premier niveau en Guinée, puisque la jeune fille qui est là n'hérite pas de son papa, lorsqu'elle se marie, chez son mari, on ne le souhaite pas, lorsque son mari décède, on dit non, ce sont les enfants qui héritent. Et les enfants là, il n'y a que les hommes qui héritent. Donc la femme n'a pas hérité chez son papa, elle n'a pas hérité chez son mari. Donc, elle se retrouve dans une situation d'insécurité à l'est et à l'ouest. Alors, c'est là où le problème, le nœud de problème se trouve. Et là, c'est un problème qui est un problème beaucoup plus social qu'un problème juridique. Comment faire en sorte que les communautés comprennent qu'il y a vraiment une égalité entre les hommes et les femmes? Mais là, ça dépend des régions. On est en train, avec nos collègues des partenaires nationaux, de faire une étude sur le foncier. On a déjà quelques informations. Ça dépend d'une région à une autre. Au sud, par exemple, il n'y a pas cette question des déséquilibres entre les hommes et les femmes. Tout le monde hérite au même degré. Mais au centre de la Guinée, là, le problème se pose. Et à l'ouest de la Guinée, le problème également se pose avec acuité. Maintenant, la communication également est un problème pour nous à Natural Justice, mais aussi avec les partenaires. Parce que si on fait une communication au niveau central, c'est facile, avec l'État, dans les radios. Mais à la base, ce n'est pas évident de venir s'arrêter des fois devant tous ces doyens, tous ces vieux que vous connaissez bien de l'Afrique, et leur dire, bon, écoutez, désormais, vous devez comprendre que la loi en Guinée ne discrimine pas les femmes et que vous devez agir dans ce sens. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas aisé de répondre avec certitude à cette question. Stéphana? Oui, merci Pascal et merci Aimé. Moi, je valide tout à fait l'observation de Pascal. En fait, le problème de l'inégalité homme-femme, c'est plus une donnée sociologique qu'une donnée juridique. Ce qui se passe aussi à Madagascar, c'est qu'on rencontre le même cas qu'en Guinée. En fait, ça va dépendre de la localité où on se trouve. Dans certaines localités, on peut voir qu'il y a véritablement discrimination et que les femmes ont bien moins de droits que les hommes.
Alors que dans d'autres localités, en fait, et bien que, enfin, indépendamment de la loi, les femmes peuvent avoir tout à fait les mêmes droits que les hommes. Et à titre d'illustration, par exemple, dans certaines régions à Madagascar, il n'y a pas de... Enfin, selon les règles coutumières, il n'y a rien qui interdise à une femme d'hériter d'une terre et encore moins de devenir propriétaire. Et il y a même certaines régions aussi à Madagascar où le chef coutumier d'un village, en fait, ce ne sont pas traditionnellement des hommes, mais plutôt des femmes. Meg, tu es toujours là? Oui, oui, je suis là et désolée encore une fois pour le réseau ici à Lagos, c'est terrible. Mais j'aimerais vraiment remercier tous les commentaires. Par rapport à la dernière question, j'aimerais juste dire que, bon, ici au Nigeria, je peux faire un peu de comparaison parce que nous avons le système, on peut dire, hybride mélangé où la Constitution reconnaît le droit religieux, le droit coutumier et le droit étatique. Mais tout système de droit sont soumis à la Constitution. C'est-à-dire, nous avons vu quand les communautés et les femmes en particulier comprennent leurs droits, ils ont parfois allé en justice pour voir le changement. Certaines concept ou certaines parties de la loi coutumière qui n'est pas favorable aux droits des femmes. Et nous avons vu peu à peu, un peu des changements aux droits coutumiers pour mieux protéger les droits des femmes. Ça, c'est bon, le système de développement de droits que nous avons ici dans le système anglophone. Alors, j'aimerais partager un peu ça, mais toujours il y a des problèmes de mise en application de ces protections qui sont là. Alors, pour nous, l'autonomisation juridique, c'est essentiel parce que c'est quand les communautés comprennent que certaines coutumes ont déjà changé, que nous pouvons voir les meilleures protections et on peut appuyer, par exemple, les femmes de mieux défendre le droit et utiliser ces précédents pour réclamer leurs droits. Alors, c'est juste un petit commentaire par rapport à la dernière question posée par Aimé. Bon, je vois que nous avons déjà utilisé 1h45. Alors, bon, à mon avis, c'était un échange très riche. J'aimerais vraiment remercier toutes les présentations, tous les présentateurs et tous les participants pour une riche conversation. Bon, à mon avis, comme nous avons commencé la discussion, quand nous avons commencé ces échanges, nous avons commencé avec l'identification des 3 thèmes sur lesquels nous avons organisé les premiers trois échanges. Le premier, c'était sur la formation et supervision des parjuristes communautaires. Le deuxième, c'était par rapport à la question foncière et le déguerpissement ou bien l'expulsion forcée. Et troisièmement, c'est cet échange sur la gouvernance des ressources naturelles. C'est-à-dire, nous sommes à la fin on peut dire, la première phase de ces échanges. Mais bon, je crois que comme nous avons dit, l'idée de ces échanges, c'est de une conversation. Alors, nous avons commencé avec Messan et Descartes et Frédéric qui ont partagé leurs commentaires, leurs suggestions pour les prochaines étapes, les prochaines phases de ces échanges. J'aimerais vite donner la parole à Pascal, Stéphana et bon, à toute autre personne qui peut-être a d'autres commentaires ou pensées sur suggestions sur les prochains échanges. Comme ça, nous allons peut-être organiser les prochains 3 mois des échanges. Si nous estimons que ces échanges sont riches, et je crois que nous avons aussi en général l'idée de peut-être
voir comment nous pouvons aussi venir ensemble physiquement pour échanger mieux sur certains thèmes. Alors, ça c'est en général un petit commentaire et j'aimerais ouvrir la porte pour ces commentaires. J'aimerais vite, Frédéric, je vois votre main. J'aimerais vite donner la parole à Pascal et Stéphana qui n'ont pas réagi à cette question d'abord et après je reviens à vous. Merci beaucoup. Stéphana et Pascal, si vous avez des commentaires. Merci beaucoup. Alors oui, merci beaucoup à Aimé et à Megan d'avoir organisé cette table ronde. Je pense que c'est le deuxième événement auquel je participe dans le cadre de vos activités avec Namati. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment très intéressant et très enrichissant. Très intéressant et très enrichissant dans le sens où nous pouvons partager en fait nos expériences respectives par rapport à l'autonomisation juridique et surtout aux thèmes qui sont associés, que ce soit les questions sur le foncier, les questions générales sur la gestion des ressources naturelles ou encore la problématique des ressources minières à Madagascar. Alors moi, je suis tout à fait pour la continuité de ce genre de table ronde parce que d'abord, c'est bien, ça nous permet de nous enrichir, mais aussi et surtout, compte tenu du fait qu'on a tous un peu certaines expériences à mettre en commun, on pourrait peut-être déboucher sur certaines stratégies, sur certaines approches et bien évidemment peut-être décliner comment est-ce qu'on va enfin définir l'avenir de l'autonomisation juridique des communautés locales en Afrique. Moi, je n'ai pas d'autres commentaires, mais si mon collègue Pascal le veut, je lui donne la parole. Merci à vous. Ok, merci Stéphana et merci à toute l'équipe de Namati. Merci chers participants. C'est une opportunité quand même de partager nos riches expériences. Chacun a toujours une expérience à partager avec les autres, puisqu'en général, à 70%, on a souvent les mêmes réalités. Les témoignages et les interventions sont en fond foi. Et je pense que l'organisation régulière de ces tables rondes serait pour moi une opportunité pour toutes les organisations, mais aussi, comme Megan venait de le souligner, développer une stratégie plus forte. Peut-être que après la période de Covid, pourquoi pas ne pas organiser des rencontres d'une semaine, de 4 jours, de 5 jours, ou en salle, quelqu'un a carrément 1 heure de temps pour présenter une stratégie spécifique orientée vers une approche très spécifique. Et comme ça, les gens ont tout le temps. Et c'est vrai qu'avec ce Covid, comme aujourd'hui, on n'a que 2 heures de temps. Et avec des échanges très riches, on n'a pas le temps d'aller en profondeur. Donc, on pourrait réfléchir pour voir comment, à la longue, on pourrait peut-être au moins 1 fois par an ou 2 fois selon le budget, se rencontrer quelque part au Bénin, au Nigeria, en Guinée ou à Madagascar, peu importe le pays, RDC, pour encore avoir 2, 3, 4 jours ensemble. Et je pense que chacun pourrait répartir dans son pays avec des outils un peu plus forts et avec de l'expérience un peu plus forte. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci. Merci beaucoup, Stéphane et Pascal. Ces partages et ces suggestions sont bien reçus. Et j'aimerais maintenant donner la parole à Frédéric, qui a fait signe et peut-être un peu de suggestions et commentaires. Merci, Frédéric. Vous avez la parole. Merci, Megan. Et en réalité, ce n'est plus un commentaire, mais dans leur présentation, ils ont parlé de 2 thèmes, non, deux termes et dont je n'ai pas trouvé satisfaction. Et j'aimerais savoir, par exemple, ils ont parlé de protocole communautaire. Un protocole communautaire, à quoi ça aboutit concrètement? Et puis après, quelqu'un a parlé de audit communautaire. Comment ça se fait? Voilà les 2 termes utilisés auxquels je voudrais revenir un peu pour leur prendre un peu de temps
pour voir s'ils peuvent approfondir ces deux termes pour moi. Merci. OK, merci. C'est vrai, voici la raison pour laquelle j'avais dit dans ma conclusion que les thèmes sont intéressants parce que l'audit communautaire, le protocole communautaire sont des outils hyper efficaces, mais des outils qui nécessitent vraiment du temps pour expliquer tout le processus et tout le mécanisme de l'audit communautaire ou de protocole communautaire. Je vais peut-être passer la parole à mon ami Stéphana. Il peut se prononcer sur le protocole communautaire et moi sur l'audit communautaire, si possible. Stéphane. Oui, merci beaucoup Pascal. En fait, ce qu'on entend par protocole communautaire, en fait, c'est un document qu'on va travailler avec les communautés et qu'elles vont rédiger d'elles-mêmes. Et le but du protocole communautaire, en fait, c'est de ressortir par rapport aux acteurs externes quelles sont les voies et moyens que la communauté aimerait leur imposer afin que les acteurs externes puissent dialoguer avec ces communautés. Mais aussi et surtout, c'est un document dans lequel les communautés vont se dire quels sont les droits qu'ils aimeraient voir être respectés dans le cadre des échanges, des négociations et bien entendu des conventions s'il y en a. À Madagascar, nous avons 3 sites, je pense, sur lesquels on travaille sur les protocoles communautaires et ce sont surtout ce qu'on appelle des protocoles bioculturels, c'est-à-dire des documents qui recensent un peu quels sont les droits d'une communauté par rapport à l'environnement qui l'entoure, mais aussi et surtout quelles sont les normes que les partenaires doivent suivre afin de démarcher et de dialoguer avec cette communauté et bien évidemment d'initier des actions communes, des activités ou même travailler ensemble. Voilà à peu près le concept. OK, voilà. Concernant l'audit communautaire, c'est un autre concept parce que le protocole, je pense que le protocole, lui, il protège en amont et l'audit vient en aval des activités. C'est-à-dire, les activités sont déjà là, réalisées avec beaucoup d'effets. Au fait, ce que nous appelons par audit communautaire, c'est un processus qui consiste à évaluer les activités d'une entreprise quelconque, d'une compagnie quelconque, par les communautés elles-mêmes. Ce sont les communautés elles-mêmes qui évaluent l'entreprise ou la compagnie en faisant quoi? En identifiant toutes les faiblesses dans les pratiques de l'entreprise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la communauté elle-même formule les réclamations par rapport aux faiblesses constatées et propose un mécanisme soit de dialogue, soit de médiation. Alors, à l'issue de ce mécanisme de dialogue ou de médiation qui aboutit ou pas, les communautés peuvent maintenant aller vers un autre mécanisme qui est le mécanisme judiciaire classique. Alors, le protocole aura les 2 grandes parties et l'audit communautaire aura les 2 grandes parties. Vous avez cette partie de diagnostic et de formulation des demandes de la communauté et vous avez la partie qu'on appelle la partie stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour atténuer les impacts que cette communauté elle-même subit. Alors, on peut se poser la question de savoir comment une communauté qui ne sait ni lire ni écrire peut évaluer l'intervention d'une compagnie, d'une entreprise. Alors, l'approche est simple. On renforce les capacités de la communauté et on aide la communauté souvent à procéder à cet audit-là. Ce n'est pas la communauté en tant que telle qui le fait, mais on pousse la communauté, on aide la communauté, on renforce leurs capacités, on est à côté de la communauté pour procéder à l'audit communautaire. En Guinée, par exemple, c'est la première fois et c'est déjà apprécié par tous les acteurs. Même l'État a commencé à applaudir, malgré qu'au départ, ils pensaient que le rapport de l'audit communautaire est très critique. Mais quand ils ont constaté les réclamations et surtout l'approche stratégique que les communautés ont proposée, je pense que l'audit communautaire a des beaux jours devant lui en Guinée. Merci. J'aimerais vraiment remercier cette question de Frédéric parce que ça nous a permis d'avoir un peu plus de profondeur sur
les stratégies utilisées par nos collègues de Natural Justice. Alors, je crois que les deux exemples sont très, très intéressants et merci aussi pour préciser plus sur les stratégies. Et j'imagine, comme d'habitude, nous allons organiser un bref résumé de cet échange après et peut-être ça serait une occasion de peut-être partager quelques exemples si nos collègues de Natural Justice peuvent peut-être partager avec nous certains exemples si ça existe. Et j'aimerais aussi prendre bonne note que Stéphane a partagé aussi dans la boîte que le protocole communautaire ne sont pas forcément en écrit, mais parfois on peut aussi documenter les protocoles communautaires utilisant les vidéos, etc. Alors, c'est très intéressant. Ces stratégies et aussi l'audit communautaire, je crois, je rappelle actuellement que Pascal a mentionné que dans l'avenir proche, on va voir certaines publications par Reuters et j'imagine que peut-être il y aura l'occasion peut-être de partager ça avec nous. Comme ça, nous allons mieux comprendre et avoir cette manière de voir le travail que vous êtes en train de faire. Alors, bon, je crois que nous sommes arrivés à l'heure et j'aimerais féliciter tous les présentateurs pour le travail que vous faites et aussi les participants. Il faut vous remercier pour votre participation. Mais bien sûr pour organiser cet échange. Bon, nous espérons beaucoup de voir tout le monde à la prochaine échange le mois prochain. Et bon, merci beaucoup encore une fois et s'il y a encore des suggestions, des commentaires, vous êtes invités toujours d'envoyer des mails et des messages pour partager vos suggestions pour les prochaines étapes de ces échanges. Merci beaucoup encore une fois et bonne soirée et bon week-end d'avance. Merci. Merci. Merci à tous. Bye.